Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'histologie des glandes sébacées. Alors après avoir vu une première structure annexielle cutanée qui est le follicule pileux, donc il y avait une vidéo sur le sujet qui est déjà disponible sur la chaîne, je vous invite maintenant à aborder la glande sébacée. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à regarder le schéma suivant qui montre un peu le follicule pileux, ce qu'on voit ici. Et puis, la glande qui va vous intéresser, elle est là. C'est la glande sébacée avec son contenu qui va être excrété par l'intermédiaire de ce petit canal. Et donc, on voit bien que dans ce cas, on a une unité sébo-folliculaire ou bien folliculo-sébacée. Ça veut dire que les deux structures sont annexées l'une à l'autre. Et ceci veut dire que le produit de sécrétion à la glande, il va être drainé par ce petit canal et puis extériorisé au niveau de la surface cutanée externe par l'intermédiaire du follicule lui-même. Alors rappelez-vous que ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a des localisations au niveau du corps, là où on a une vidange, si on veut dire, directement des glandes sébacées au niveau de la surface cutanée sans avoir besoin de follicules pileux associés. J'aimerais aussi vous montrer le schéma qui est là à droite pour vous montrer le mode de sécrétion de cette glande, parce que la glande sébacée, c'est une glande qui est dite holocrine. Ça veut dire qu'elle sécrète par holocrinie. Ça veut dire quoi cette holocrinie? Comme on voit cette succession dans le temps allant de gauche à droite, on voit que la cellule, tout au début, elle va synthétiser des vacuoles, parce que le produit de sécrétion en fait des glandes sébacées, c'est un produit qui est lipidique, et donc on aura une synthèse de ce produit lipidique qu'on appelle le sébum. Il va être stocké dans des vésicules qui sont tout d'abord de petite taille. Elles vont augmenter en taille et en nombre au fur et à mesure de la maturation de ces cellules, puis on voit qu'elles vont devenir tellement nombreuses et volumineuses qu'elles vont entraîner une encoche et une indentation au niveau du noyau qui va être tout le temps comprimé jusqu'à ce qu'il entre en pycnose et il va mourir ce noyau, et donc on aura par conséquence une transformation de la totalité de la cellule en un sac de sécrétion qui est rempli de sébum qui va être extériorisé vers la surface externe. Donc j'aimerais vous inviter à voir l'aspect histologique de la glande sébacée. Tout d'abord, sur une lame qu'on a déjà utilisée pour l'étude des follicules pileux, donc on voit un exemple ici de glandes sébacées qui sont annexées aux follicules pileux en formant une seule unité qu'on appelle l'unité pilo-sébacée. Alors comme on voit ici, donc une coupe, une incidence qui montre une partie du follicule pileux, puis on voit ici cette glande. Alors la glande, elle est là, la glande sébacée, elle a une forme qui est un peu alvéolaire, elle a la forme d'un sac, et puis on a cette teinte un peu claire. Pourquoi? Parce que c'est des cellules, comme on l'a dit, qui contiennent du sébum, et le sébum, il est de nature lipidique, et comme on sait, au cours de la technique, quand on va faire la technique sur les tissus avant de faire la coloration, il y a une solubilisation de tous les lipides qui vont être éliminés par la suite à cause de la technique. Donc, les espaces qui paraissent clairs, qui paraissent blancs, c'est en fait du vide qui était auparavant occupé par des lipides. Et donc, on voit sur la glande qu'elle a un canal qui est là, qui est en fait le canal par lequel on aura un drainage des sécrétions vers le follicule pileux, puis ça part en haut vers la surface cutanée. Et la glande, en fait, elle possède une couche, si on peut l'appeler germinale, ou bien de cellules basales. En fait, c'est les cellules qu'on trouve tout en périphérie, avec un aspect qui est totalement différent des cellules qu'on trouve au centre. Donc c'est des cellules de très petite taille, comme on voit ici, à rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Ça veut dire qu'on voit essentiellement les noyaux. Donc ici, par exemple, un petit noyau qui est présent. Si je me balade un peu, voilà, donc je vais trouver une autre avec un noyau là qui est présent. Là aussi, un autre, donc une autre cellule avec un noyau augmenté de taille par rapport à la tête du cytoplasme. Donc c'est des cellules d'aspect un peu basaloïde, et c'est des cellules qui sont souches, ça veut dire que c'est elles qui vont donner naissance à toutes les cellules qu'on voit à un stade plus avancé de maturation. Et plus on avance vers les stades matures, ce qu'on voit, c'est qu'on a une accumulation de ces vacuoles. Ce qu'on voit ici, ces micro-vésicules qui sont remplis de contenu clair qui est le sébum. Donc ça s'accumule au fur et à mesure dans le temps, et on a tout d'abord le noyau en position centrale qui paraît, par exemple sur cette cellule ou bien cette cellule, il paraît un peu respecté,
comme par exemple là aussi, mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit que ça commence à être encoché et écrasé par les vésicules lipidiques, comme ce qu'on voit ici ou bien ici. Donc là aussi, donc ça commence à être écrasé, là aussi, là la même chose, donc on a un noyau qui est hyperchromatique, qui paraît foncé après coloration et qui paraît totalement déformé et devient de petite taille. Donc c'est un noyau qui est dit pycnotique. Donc voilà, donc après, on aura par la suite une perte totale, comme par exemple sur cette cellule, du noyau. Donc on voit plus de noyau, on voit que la cellule, elle est en entier représentée par un sac, si on veut dire, qui est rempli de ces vésicules là, qui sont mises en place ou bien qui sont à l'intérieur de la cellule, mises l'une à côté de l'autre. Ces cellules qu'on trouve au niveau des glandes sébacées, on peut les appeler des spongiocytes. Donc c'était le premier exemple, et bien sûr, puisque on a un seul canal qui va drainer donc le contenu ou bien le produit de sécrétion vers le follicule pileux, des fois la coupe ne passe pas par ce canal, donc on voit juste la proximité des deux structures, mais sans visualisation du canal de drainage. Là aussi, on ne voit pas de canal de drainage, et là aussi, on voit que les deux structures, follicule pileux et glandes sébacées, sont associées toutes les deux, mais on ne voit pas de canal de drainage. C'est juste l'incidence de coupe. On passe maintenant à un autre exemple. Maintenant, on va changer de siège. Alors, la lame qu'on était en train d'observer, c'était un prélèvement au niveau du cuir chevelu. Donc, c'est déjà, comme j'ai dit, une lame qu'on a déjà utilisée pour l'étude des follicules pileux. Et j'aimerais d'ailleurs vous inviter à regarder la vidéo sur les follicules pileux qui est déjà disponible sur la chaîne. Alors, je passe maintenant à une autre lame. Alors, maintenant, on va essayer de changer le siège et je passe vers la face. Il faut savoir que les glandes sébacées sont particulièrement abondantes au niveau de la face, mais surtout les paupières. Alors on va voir tout d'abord un prélèvement ici qui a été réalisé au niveau du front, et on voit déjà au fil du grossissement cette abondance de glandes sébacées. Donc elles sont tellement abondantes, donc déjà au fil du grossissement c'est un aspect qui est caractéristique de ces glandes, donc on ne pourra pas confondre ces glandes avec une autre structure annexielle. Donc toujours le même aspect, une petite récapitulation. Donc en périphérie, pardon, ça nécessite un peu de temps pour se charger. Voilà. Donc on a en périphérie les cellules germinales, comme ce qu'on voit, pardon, donc ici. Voilà, avec les cellules là en périphérie avec un aspect basaloïde. On voit surtout les noyaux parce que, comme on a dit, c'est des cellules d'allure basaloïde à haut rapport nucléocytoplasmique. Voilà un autre foyer, un autre beau foyer où on peut trouver ces cellules germinales. Puis, dans la maturation, on a cette transition de cellules, tout d'abord avec un noyau qui est tout à fait normal, tout à fait clair au centre de la cellule, puis on passe à des noyaux qui sont écrasés, encochés et édentés par les vésicules. Donc c'était un exemple de glande sébacée au niveau du front. Et puis une remarque aussi, où est-ce qu'ils sont partis les follicules? Alors cette image en fait c'est en même temps pour vous dire qu'on n'a pas tout le temps une association entre la glande sébacée et le follicule pileux. Parfois on a certaines localisations, comme par exemple ici au niveau du front, où on peut voir une vidange directement, comme on le voit ici, de la glande sébacée qui est là, directement vers l'extérieur, donc au niveau de la surface cutanée. Et d'ailleurs, c'est un élément qu'on avait déjà observé sur une ancienne vidéo où on avait vu ensemble un prélèvement au niveau de l'aréole. Là aussi, il y avait cette caractéristique de continuité directe entre le canal de la glande sébacée et le milieu extérieur, sans interposition de structure folliculaire. Alors on passe maintenant à un prélèvement qui a été réalisé au niveau de la paupière. Alors comme on a dit déjà sur une ancienne vidéo, quand on avait étudié l'épiderme, elle est déjà disponible sur la chaîne et j'aimerais vous inviter à la regarder. L'épiderme au niveau de la paupière, c'est l'épiderme le plus fin de tout le corps, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on voit l'épiderme avec cette petite couche cornée qui est là et ça repose sur un derme. Et puis on a une couche là de muscle qui est en fait un muscle strié. Donc on voit que c'est des cellules musculaires, ce qu'on voit ici qui est coupé de façon transversale, donc une cellule individuelle avec parfois visibilité de noyaux qui sont localisés en périphérie et pas au centre comme ce qu'on trouve par exemple au niveau du muscle lisse. Et juste en bas on a ces glandes et en voyant déjà l'aspect des glandes sébacées, on ne pourra pas se tromper, c'est effectivement des glandes sébacées avec en périphérie la couche de cellules germinales et puis la maturation qui se fait progressivement avec cet aspect clair et microvésiculaire, cet aspect spongiocytaire si on veut dire, c'est pourquoi on les a appelés des spongiocytes.
donc avec parfois, comme on l'a dit, des noyaux qui sont respectés tout d'abord, à proximité bien sûr de la couche germinative, et puis ça commence à être comprimé et on a des noyaux qui sont observés en pycnose, ces noyaux-là, petite taille et hyperchromasie. Donc, localisation palpébrale, localisation particulièrement riche en glandes sébacées. Alors je passe maintenant à un dernier cas que je voulais partager avec vous. Comme je disais, un élément glandulaire, directement en le voyant, je sais que c'est sébacé. Alors comment je sais les mêmes éléments, donc l'aspect spongocytaire, la présence de spongocytes avec les microvésicules qu'on voit ici, la compression des noyaux en pycnose, et puis en périphérie on a la couche germinale, donc il n'y a pas de doute. Alors sauf que ce qui est bizarre ici, c'est que en observant l'épithélium en haut, en regard, je vois que c'est pas un épiderme, c'est pas un épithélium qu'on trouve au niveau de la peau. Alors pourquoi déjà on n'a pas de production de couche cornée? Je vois que les cellules jusqu'à la partie la plus superficielle, elles gardent toujours leur noyau. Alors ces noyaux qu'on voit ici, ça veut dire que j'ai pas de couche cornée, ça veut dire que j'ai pas une peau ici. Donc c'est un autre organe normalement. Alors si je me balade, voilà, donc je trouve que ça repose sur un tissu conjonctif. Ici on a utilisé la coloration HE, donc les fibres de collagène sont elles aussi colorées en rose. Et je vois par exemple là des vaisseaux, donc une artériole à ce niveau, une autre artériole. Je vois aussi des filets nerveux, ce que je vois ici, donc des filets nerveux. Et en se baladant un peu, je vois des structures glandulaires comme ça, donc qui sont revêtues par un épithélium qui est simple. On voit que les cellules sont disposées en une seule couche, qui est cylindrique, des cellules qui sont hautes, et puis le contenu il est mucineux. Alors ça, c'est les glandes endocervicales. Et ça, c'est l'épithélium malpighien qu'on trouve au niveau de l'exocole. Et les glandes sébacées, normalement, on ne doit pas les avoir au niveau du col. C'est une condition qui est assez rare. C'est une métaplasie sébacée au niveau du col utérin. Et on vient de terminer avec toutes les lames que j'ai voulu vous montrer. Donc je passerai maintenant à une petite récapitulation comme d'habitude. Donc les glandes sébacées, on a dit qu'elles étaient abondantes, surtout au niveau de la face et particulièrement au niveau de la paupière, comme on a vu. Ils étaient caractérisés par cette forme alvéolaire un peu en sac, et avec les cellules au centre surtout, ça veut dire qu'ils sont matures, qui présentent cet aspect clair, multivaculaire, avec des noyaux qui sont indentés et comprimés par les vésicules. On a une périphérie qui est faite de cellules basaloïdes ou germinales. Et puis on a dit que le mode de sécrétion c'était par allocrinie. Et concernant les variations en fonction de l'âge, on a une tendance à avoir un nombre élevé de glandes sébacées, ce qu'on appelle une hyperplasie sébacée chez les sujets qui sont âgés. Donc je vous dis merci, c'était la fin de la vidéo concernant la glande sébacée. Et il y aura d'autres vidéos, bien sûr ce qui reste ça va être les glandes sudoripares avec les deux types écrines et apocrines qui vont faire le sujet des prochaines vidéos. A très bientôt.